Bonjour à tous. Bonjour Richard. Bonjour Karine. Eh bien, Richard et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour cette session qui va concerner les hépatites virales. Je suis donc Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui est dans la recherche, l'enseignement et le soin. Je vais laisser Richard Njouom se présenter. Oui, merci Karine. Je suis Richard Njouom, je suis virologue et je suis chef de service de virologie au Centre Pasteur du Cameroun. Très bien, donc tous les deux, nous allons animer cette session sur les hépatites virales qui va comporter 2 mini-lectures et puis des abstracts oraux. Je vous propose que l'on garde les questions pour les mini-lectures pour une petite session de questions et réponses après les mini-lectures, donc avant les abstracts. Et puis, nous conclurons cette session par la réponse aux questions qui concerneront les abstracts. Je vais donc laisser la parole à Richard pour vous présenter cette première mini-lecture. Et merci Karine. La mini-lecture aura 2 sessions, 2 présentations s'il vous plaît. Il y a une première présentation sur l'hépatite E, un problème de santé globale qui sera fait par le docteur Draman Kania de Bobo Dioulasso, et une deuxième qui sera faite par moi-même, porte sur l'hépatite C, comment optimiser le dépistage ensuite. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Draman. Sa présentation est déjà postée. Il me semble que Draman doit partager ses diapositives pour qu'on puisse le voir et l'entendre. Draman, si vous nous entendez, c'est à vous de partager vos diapos. Voilà. L'appuyer. Oui. OK. OK. Voilà, il faudrait que vous partagiez vos diapos. Il dit que c'est bloqué. Voilà. À la partie share screen. Vous avez un share screen? Alors, en bas, tout en bas, au milieu de votre écran, vous avez Share Screen, à côté de Live Studio. Est-ce que tu nous entends, Draman? Draman, est-ce que vous nous entendez? Non. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, Richard, si ça te convient, tu vas faire ta mini-lecture le temps qu'on aura après toi. OK. Donc, je vais essayer aussi. Donc là, j'essaie de partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? Allô? Est-ce que vous voyez ma présentation? Alors, est-ce que vous voyez ma présentation? Je peux partager? Oui, c'est bon. Vas-y. Voilà, parfait. Okay. Impeccable. Vas-y, c'est à toi.
Ok, merci, merci aux organisateurs de Massia Karine, merci aux organisateurs de la 10e conférence internationale francophone, AFRA-VIH, de cette opportunité qu'ils me donnent de partager avec vous sur ce thème qu'est l'optimisation du dépistage au Sud, particulièrement le dépistage de l'hépatite C. En guise d'introduction, nous savons tous qu'environ 71 millions de personnes sont atteintes d'une infection chronique par le virus de l'hépatite C, ce qui correspond à une prévalence mondiale d'environ 1,1%. Les taux de prévalence les plus élevés, donc de plus de 2,5%, ont été décrits dans les régions d'Afrique du Sud-Est, en Europe de l'Est et en Asie centrale. Donc, chaque année, environ 700 000 personnes atteintes d'une infection chronique vont mourir. En mai 2016, l'OMS a adopté la stratégie mondiale du secteur santé contre les hépatites virales. Et l'objectif, n'est-ce pas, le but final de cette stratégie, c'est d'éliminer l'hépatite virale en tant que menace pour la santé publique en 2030. Donc, dans cette stratégie, il est question de diminuer bien de 90% les nouvelles infections d'ici l'année 2030 et diminuer de 65% le nombre de décès d'ici 2030. En ce qui concerne l'hépatite C, en 2015, nous étions à environ 6 à 10 millions de nouvelles infections. Il est question en 2030 de réduire à 900 000 infections et idem pour le nombre de décès. En 2015, on avait estimé à 1,4 million de décès. Il est question d'avoir moins de 500 000 décès d'ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, la stratégie d'élimination de l'hépatite C est principalement basée sur l'amélioration des stratégies de dépistage, de prévention et d'accès au traitement. L'accès aux soins a donc cette stratégie d'élimination de mettre en place des stratégies de dépistage de masse au niveau communautaire. Donc, ma présentation, en fait, consistera à répondre à 3 grandes questions. Quels sont ces outils qu'on doit utiliser pour le dépistage? Quand et comment va-t-on s'en servir? Et comment pourrait-on les optimiser pour les pays du Sud? D'abord, quels sont ces outils? En virologie, nous n'avons pas, n'est-ce pas, de techniques polyvalentes qui permettent une recherche exhaustive de tous les virus à partir d'un seul prélèvement. Donc, nous avons 2 approches diagnostiques très différentes mais complémentaires dans la démarche diagnostique d'une infection virale. Donc, dans la plupart du temps, on aura des marqueurs d'infection directe qui sont le virus lui-même. Là, c'est plus utilisé dans le cadre de la recherche, ou ses constituants, donc l'antigène ou le génome viral. Dans le cas de l'hépatite C, son génome, c'est l'ARN. Et la deuxième approche, c'est le diagnostic indirect qui permet de détecter les anticorps circulants dans la réponse de l'organisme à l'infection virale. En ce qui concerne l'hépatite C, nous avons 2 types de marqueurs directs d'infection, l'antigène de la capside et le génome qui est l'ARN du virus de l'hépatite C. En ce qui concerne les marqueurs indirects, nous avons l'anticorps de type IgG. Il faut bien rappeler ici que les anticorps de type IgG sont beaucoup plus des marqueurs de contact, alors que les marqueurs d'infection qui confirment la présence de l'infection, c'est l'antigène de la capside et l'ARN du virus de l'hépatite C. Donc, quand et comment s'en servir? En fait, ce tableau essaie de nous montrer que la combinaison de ces 2 marqueurs, le marqueur indirect qui est l'anticorps et le marqueur direct qui est la capside ou l'ARN, permettra de conclure de statut d'infection aiguë guérie ou chronique, n'est-ce pas, de la personne. Donc, lorsque les 2 marqueurs sont négatifs, il s'agit d'une absence d'infection. Par contre, généralement, lorsque les 2 sont positifs, ça veut dire que la personne était en contact et est infectée. Les cas intermédiaires sont soit une hépatite aiguë C ou une hépatite chronique séronégative, généralement reportée chez des patients fortement immunodéprimés. Et la présence seulement des anticorps, parfois, signe une infection aiguë guérie. Donc, il faut absolument ces 2 marqueurs pour pouvoir conclure de l'infection d'une personne individuelle. Pour rechercher ce marqueur, il y a plusieurs types de plateformes. Et les plateformes de diagnostic de l'hépatite C peuvent être classées en 3 types selon le niveau de laboratoire. Moi, je parle là du contexte africain. Donc, on a des plateformes de laboratoires centraux. Dans ces plateformes, il faut avoir un laboratoire de biologie moléculaire avec différentes pièces pour extraction, amplification. Ces plateformes nécessitent un personnel qualifié et formé
Ils utilisent généralement des automates fermés avec des réactifs qui ne sont fournis que par les fournisseurs. Donc, les plus gros qu'on connaît, c'est Roche, c'est Abbott, c'est Hologic. Il y a le deuxième type de catégorie de plateformes qui sont les plateformes de laboratoire intermédiaires. Il faut avoir aussi un laboratoire de biologie moléculaire avec des pièces séparées. Il faut avoir un personnel qualifié et formé. Et ici, on utilise des équipements et des extracteurs d'amplification ouverts, donc, où des réactifs provenant d'autres fabricants peuvent être utilisés. Donc, il y a, sans publicité, les Omnis, Fastrat, Latova, qui sont en fait ceux qui sont utilisés dans le laboratoire, qui ont un laboratoire de biologie moléculaire, mais pas assez équipé comme des laboratoires centraux. Et maintenant, dans des zones périphériques, nous avons le laboratoire des zones périphériques, qui, eux, utilisent généralement des tests diagnostiques rapides, des TDR, pour tout ce qui est détection des marqueurs indirects, et les points of care moléculaires. Donc, pour ce type de laboratoire, il n'y a pas parfois nécessité d'avoir des gros équipements, et parfois, lorsqu'il s'agit des points of care moléculaires, c'est un instrument totalement automatisé, c'est parfois des tests unitaires qui permettent de réaliser tout en une étape. On n'a pas besoin d'extraire dans un laboratoire, passer à une étape d'identification. Et parfois, ça ne nécessite pas de formation assez spécialisée. Et ici, on a des plateformes qui sont vulgarisées, qui existent dans les zones périphériques, dans la plupart des pays africains, tels que le DNSP, qu'on utilise pour le VIH, pour la tuberculose. Donc, de façon globale, les TDR, les points of care pour la détection et des anticorps et l'ARN, en moins de 20 à 30 minutes, sont disponibles dans la plupart des pays africains. On peut, lorsque la zone est très lointaine ou bien lorsque le patient ne peut pas se déplacer, utiliser des DBS qui sont des sangs séchés et acheminés dans ce laboratoire. Donc, du coup, les TDR, les point of care, les DBS fournissent des outils indispensables pour la réalisation à grande échelle du dépistage. Et ces tests peuvent facilement être décentralisés pour simplifier l'algorithme actuel qui consiste à les faire au niveau des laboratoires centraux. Donc, comment alors, avec tous ces outils les plus compliqués, c'est les zones intermédiaires, comment alors optimiser pour que les pays du Sud, qui sont généralement situés dans des zones à revenus limités, comment pourrons-nous optimiser dans ce contexte le dépistage dans le Sud? Donc, généralement, en Afrique, les tests de diagnostic de l'hépatite C sont pour la plupart du temps à la charge du patient. Ça veut dire qu'il n'y a pas de système de sécurité sociale. Le patient doit débourser de la poche. Et comme on l'a dit tantôt dans l'algorithme de dépistage, il faut le faire en deux étapes. D'abord, trier parmi ceux qui ont un anticorps positif, c'est-à-dire que dépister avec les anticorps pour rechercher ceux qui ont été en contact et confirmer avec un test moléculaire. Vous voyez que le dépistage, c'est-à-dire que pour trouver ceux qui ont été en contact, généralement, les coûts sont raisonnables, bien que ça soit élevé aussi pour certains, environ 5 €. Et pour, n'est-ce pas, la confirmation, c'est là où le test est un peu plus cher. Au Cameroun, par exemple, nous allons jusqu'à 100 € et c'est le prix dans la plupart des pays du Sud. Donc, la combinaison, n'est-ce pas, de ces deux types de tests à environ 80 € si on fait une moyenne variant d'un pays à un autre et à la charge du patient, n'est-ce pas, diminue l'accès aux tests de dépistage. Donc, au Cameroun, par exemple, les plateformes centralisées sont au niveau des grandes villes, et alors que les point of care moléculaires, dont le BNSP, on l'a dans toutes les 10 régions du Cameroun, et des études que nous avons menées avec FIND montrent une très bonne corrélation entre, n'est-ce pas, la quantification du GNSP et tous les automates des tests des laboratoires centraux. Et ceci est la situation dans la plupart des pays du Sud. Donc, normalement, la centralisation actuelle des tests pose le problème majeur de l'accès au diagnostic des populations. Donc, pour se faire dépister, le patient doit aller très loin, va se déplacer, et parfois, ils ne reviennent même pas retirer les résultats. Donc, nous pouvons dire sans risque de nous tromper, l'optimisation du dépistage dans le Sud ne sera possible qu'avec le déploiement des tests décentralisés, c'est-à-dire les TDR ou les point of care, capables de livrer un résultat rapide à coût abordable à toute la population et surtout facilement accessible. Donc, l'optimisation aussi va passer par la mise en place d'une stratégie de dépistage. Je nous recommande cette étude qui a été menée par l'équipe de Karine Lacombe en collaboration avec nous-mêmes et beaucoup d'autres pays africains, qui a, n'est-ce pas, permis d'évaluer beaucoup de stratégies, n'est-ce pas, de dépistage dans les pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Et de façon simplifiée, il y a eu presque
12 stratégies qui ont été évaluées et la meilleure qui a été identifiée a été celle permettant d'utiliser un TDR, n'est-ce pas, comme pour détection des anticorps et suivi d'un test fait pas fait par un automate, mais c'est un point of care. Dans le cas où le patient ne peut pas se déplacer, d'utiliser un DBS. Et, n'est-ce pas, cette étude a bien montré que cette stratégie est, n'est-ce pas, la plus rentable pour les pays dans lesquels l'étude a été faite, au Cameroun et au Sénégal. Donc, pour conclure, les TDR offrent des avantages pour la prise en charge des patients infectés en réduisant le délai d'obtention de résultats et en rendant le test disponible à proximité de ces patients. Les nouvelles matrices telles que les TPS peuvent aussi être utilisées et sont des alternatives prometteuses lorsque, n'est-ce pas, le prélèvement de sang est difficile parce que le patient devrait se déplacer. Et enfin, les tests moléculaires capables de détecter et de quantifier l'ARN en moins d'1 heure, avec la simplicité et la facilité d'utilisation qui ont été développées, particulièrement le GeneSpert, offre aussi une avancée substantielle aux tests moléculaires comparé aux tests automatisés dans le truc. Enfin, l'optimisation du dépistage de l'hépatite C dans les pays du Sud passe par l'utilisation des TDR et des point of care moléculaires facilement décentralisables et la mise en place des stratégies nationales de dépistage à une étape, c'est-à-dire que permettant de réduire totalement les pertes de vue, permettant aux patients de venir une seule fois, mais ceci reste encore à évaluer avec des approches permettant de co-efficace regardant ce qui coûterait moins cher et à l'individu et au pays. Je vous remercie. Attends, je te laisse. Voilà, super, donc, merci beaucoup Richard. Merci beaucoup. Alors, comme j'ai dit sur la session questions et réponses, ceux d'entre vous qui ont des questions les gardent jusqu'à la deuxième mini-lecture et ensuite on fera une session groupée. Alors, est-ce que nous pouvons maintenant avoir... alors, nous n'allons pas avoir tout de suite Draman. J'espère que nous pourrons rétablir la connexion dans un deuxième temps. Mais nous allons commencer par le premier abstract oral qui concerne donc une présentation qui va être faite par Constance Meiner-Chabin du Brésil et qui va nous parler d'une analyse coefficacité de l'accès universel au traitement de l'hépatite C au Brésil. C'est donc à vous, Constance. Merci. Bonjour, je m'appelle Constance Meiner-Chabin. Je travaille dans la thématique de la concurrence au ministère de l'économie du gouvernement brésilien. Je suis très ravie de participer à cette conférence. Ça aurait été sans doute un grand plaisir d'être avec vous à Dakar, mais la situation actuelle ne le permet pas. Donc, je tiens à remercier les organisateurs d'avoir rendu cet échange virtuel possible et aussi à vous tous pour votre participation. Cette étude résulte d'une collaboration avec le ministère de la Santé, l'hôpital de base de Brasilia et le laboratoire IAM de l'INSERM lors des stages de 2 chercheurs brésiliens en France dans le cadre de la coopération scientifique entre les 2 gouvernements. Nous nous sommes intéressés aux efforts de l'universalisation du traitement de l'hépatite C au Brésil. Donc, avant d'entrer dans les détails de l'étude, je vous présente brièvement les contextes brésiliens. Le Brésil a une population de 211 millions d'habitants, dont environ 1 million sont atteints du virus de l'hépatite C. On estime avoir presque 700 000 cas chroniques. Le système public de santé a été mis en place en 1988. Ce système universel et gratuit couvre tous les niveaux de soins, mais n'offre l'assistance thérapeutique qui, pour certaines maladies infectieuses et chroniques, qui posent des problèmes de santé jugés prioritaires. Pour l'hépatite C, la prise en charge du traitement a commencé en 2002. Les antiviraux à action directe ont été disponibilisés à partir de 2015, mais réservés aux patients aux stades chroniques les plus avancés, soit à partir du stade métavir F3. En 2018, les nouvelles directives du ministère de la Santé ont prévu d'élargir l'accès au traitement à tous les patients,
quels que soient les stades de la maladie. C'est grâce à un accès accru aux antiviraux à action directe que le Brésil prévoit d'éliminer l'infection par les virus de l'hépatite C d'ici à 2030, conformément aux objectifs de l'OMS. Le traitement précoce de l'hépatite C présente plusieurs avantages. D'un côté, il permet l'augmentation du taux de réussite et de la qualité de vie du patient, ainsi que la possibilité d'atteindre une espérance de vie semblable à la population générale. De l'autre côté, il y a moins des effets indésirables et une réduction de la demande des services de santé. Bien que la révision des directives brésiliennes se soit appuyée sur les évidences scientifiques, l'impact économique que les prix des antiviraux à action directe présentent sur les systèmes de santé n'est pas à négliger. Malgré que le ministère de la Santé soit l'acheteur dominant, les thérapies préconisées font l'objet de protection par des brevets et, en l'absence des licences volontaires, ont pour seul fournisseur les laboratoires des médicaments Princeps. En plus, il faut prendre en compte que ces coûts font face à des limitations budgétaires importantes, surtout dans les contextes du seuil et du gel imposés aux dépenses publiques, qu'à partir de 2018 ont engendré une baisse conséquente des ressources destinées au financement de la santé. En 2018, les dépenses publiques arrivaient à peine à 4% du PIB, ce qui représentait moins de la moitié du total des frais de santé. En même temps, les médicaments seuls correspondaient à presque 15% du budget du système public. Dans ce contexte, pour pouvoir offrir les traitements à tout individu diagnostiqué, le gouvernement brésilien a mis en place une stratégie de minimisation des coûts, mettant en concurrence les différents schémas thérapeutiques ayant des effets comparables. À notre connaissance, cette politique n'a pas fait l'objet d'une analyse coût-efficacité, raison pour laquelle nous avons voulu évaluer les rapports coût-efficacité du traitement universel de l'hépatite C chronique au Brésil. Pour cette analyse, nous avons construit un modèle Markov pour comparer 3 stratégies qui se basent sur différents critères d'éligibilité. La première est de réserver les traitements aux stades les plus avancés de la maladie, à partir de F3. La deuxième est d'inclure des patients dans les stades intermédiaires, à partir de F2. Et la troisième est de traiter tous les patients diagnostiqués, soit à partir de F0. Nous avons utilisé des paramètres issus de la vie réelle ainsi que de la littérature. À partir de la perspective du payeur public, nous avons considéré les coûts médicaux directs. Nos résultats sont exprimés en année de vie ajustée sur la qualité et coût en dollars 2019 sur la durée de la vie, tous corrigés au taux de 3% par an. Compte tenu de l'absence d'un seuil officiel, nous avons comparé les rapports coût-efficacité différentiels au PIB per capita du pays. Notre modèle simule l'histoire naturelle de l'hépatite C chronique dans une cohorte de patients adultes immuno-infectés pour un horizon temporel de 60 ans. La progression de la maladie a été estimée depuis les stades F0 vers F4, à partir duquel les patients, en plus d'avoir un risque de décès concomitant lié à l'hépatite C, peuvent développer des complications telles que cirrhose décompensée et carcinome hépatocellulaire, menant ou pas à une transplantation du foie. Nous avons considéré que les patients F0 à F3, ayant obtenu une réponse virologique soutenue, ne progressent pas vers des stades plus sévères de la maladie. Par contre, les patients F4, malgré la réponse du traitement, continuent à progresser même si c'est à un rythme plus lent. En même temps, pour être conservateur, en cas de décompensation, nous avons supposé que la réponse ne réduit pas les risques de progression de la maladie. Pour chaque stratégie d'éligibilité au traitement, la trajectoire des patients a varié en fonction du sexe, de l'âge et du stade de fibrose au diagnostic. Pour les caractéristiques de la population, nous avons utilisé une cohorte de 167 patients de l'hôpital de base de Brasilia et nous avons comparé ce jeu de données aux données issues des études brésiliennes dans l'analyse de sensibilité.
En raison du manque de données d'utilité spécifique à la population brésilienne, nous avons utilisé des données issues d'une étude de la population française en supposant des caractéristiques similaires entre elles. Les coûts ambulatoires et hospitaliers ont été calculés à partir des directives et des bases de données du ministère de la Santé. Nos résultats initiaux se sont basés sur les prix en vigueur en 2018, qui représentaient un coût moyen de $6 213 par schéma thérapeutique de 12 semaines. À ces prix, nous avons trouvé que les traitements universels constituent une stratégie coût efficace, entraînant un gain de 0,22 QALY pour un coût supplémentaire de $326 par rapport au traitement tardif. Nous avons trouvé que la stratégie intermédiaire, à partir des F2, a été dominée par les autres stratégies. Au cours de notre étude, les prix des antiviraux à action directe ont baissé considérablement. D'abord, en raison de la concurrence entre les différents schémas thérapeutiques promus par le ministère de la Santé, mais surtout grâce à la polémique autour du monopole du sofosbuvir, ce qui a incité un groupe de laboratoires locaux à enregistrer une version générique. Au cours d'une bataille juridique qui a pris fin depuis 2019, avec la restitution des droits des monopoles, un appel d'offres a eu lieu, entraînant la concurrence directe entre les médicaments Princeps et les génériques. En conséquence, entre 2017 et 2019, les coûts de thérapie ont baissé de 80%. Notre analyse montre qu'au coût moyen de $1 233 par schéma thérapeutique de 12 semaines, l'universalisation du traitement est la stratégie dominante, soit la moins chère et la plus efficace. Pour tester nos conclusions, nous avons conduit plusieurs analyses de sensibilité et de scénarios, et nos résultats se sont montrés robustes. En conclusion, nous trouvons que la disponibilité de plusieurs traitements ayant des taux de réponse comparables permet en principe de créer de la concurrence entre différents laboratoires des Princeps et de viser une politique de minimisation des coûts. Au Brésil, les prix des antiviraux à action directe ont aussi été mis à l'épreuve par la simple possibilité de la concurrence générique, même si les droits des monopoles ont été rétablis. Notre analyse montre qu'à des prix compétitifs, le traitement universel est une stratégie très coût-efficace dans les pays en voie de développement. Par contre, en raison des limites imposées aux dépenses du système public de santé, de l'inflation, surtout due à la dévaluation de la monnaie locale cette année qui impacte les prix des médicaments importés, et en plus d'indices de pratiques abusives sur les monopoles des médicaments, la durabilité de cette politique est mise en question. Je vous remercie pour votre attention et reste disponible pour vos commentaires et questions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Constance, pour cette très belle étude d'analyse coût-efficacité. Je pense que nous aurons de quoi discuter après parce que nous avons conduit le même type d'étude sur 3 pays d'Afrique subsaharienne et nous avons des résultats qui sont assez concordants avec ce que vous avez trouvé dans un autre contexte qui est le Brésil. Nous allons en fait passer à la mini-lecture puisque maintenant Dramane Kania est prêt. Donc Dramane Kania de Bobo Dioulasso au Burkina Faso va nous faire une mini-lecture sur l'hépatite E. Est-ce un problème de santé globale? À vous donc Dramane, merci. Ok, merci beaucoup Karine et bonsoir à tous. Désolé pour ce retard parce que on avait eu quelques soucis techniques. Alors, on m'a demandé justement de faire une mini-lecture sur l'hépatite E. Est-ce un problème de santé globale? Et je voudrais juste rappeler quelques notions sur l'hépatite E en disant que c'est une maladie hépatique due à l'infection par le virus de l'hépatite E. Et il est classé, ce virus est classé dans la famille des Epiviruidae. Et c'est un virus nu qui est à ARN monocaténaire de polarité positive. Et à la date d'aujourd'hui, nous connaissons 8 génotypes de ce virus, dont 2 sont strictement humains, à savoir les génotypes 1 et 2. Et bien sûr qu'il y a 2 autres génotypes qui peuvent souvent être
à l'origine de certaines épidémies, mais qui sont surtout d'origine zoonotique. C'est les génotypes 3 et 4. Également, le génotype 7 qui est retrouvé chez les chameaux a été décrit dans certaines infections humaines. Alors, l'hépatite E, de façon générale, est asymptomatique dans la grande majorité des cas. Et bien sûr, s'il y a des cas symptomatiques, cela peut justement entraîner une hépatite fulminante. Et on décrit des formes aiguës et également des formes chroniques. Et la forme aiguë, c'est surtout comme si on va retrouver l'ictère et l'asthénie et une élévation des transaminales et de la bilirubine. Pour l'hépatite chronique E, cela a été décrit surtout chez les sujets immunodéprimés et il y a un génotype qui a été associé à cela. En termes de diagnostic au laboratoire, nous utilisons surtout les tests sérologiques pour détecter soit des IgM à la recherche d'une infection aiguë ou des tests ELISA de type IgG pour rechercher une infection passée. Les tests moléculaires viennent en appui surtout pour confirmer l'infection aiguë ou chronique si la persistance justement du virus chez l'individu immunodéprimé se fait au-delà de 3 mois. Les génotypes, ces tests moléculaires permettent également de déterminer les génotypes en cause, car on sait que les génotypes déterminent aussi les modes de transmission. Et en cas d'infection, en cas donc d'encéphalite, bien sûr qu'on peut aller chercher le virus au niveau donc du liquide cerebrospinal. La transmission de l'hépatite E, du virus de l'hépatite E, se fait par plusieurs voies et la voie principale de transmission reste féco-orale à travers justement la contamination de l'eau potable par le germe. Il y a également la transmission d'origine alimentaire à travers les produits qu'on ingère qui sont dérivés d'animaux infectés. La transmission zoonotique chez l'homme, chez les hommes qui sont exposés, également a été décrit. Et la transfusion sanguine reste aussi une des causes de transmission de l'hépatite E. Et la transmission verticale materno-fœtale a également été décrite. Et en termes d'épidémiologie, on estime que 20 millions de sujets sont infectés par l'hépatite E dans le monde par an et que parmi ceux-là, il y a 3,3 millions qui font des cas symptomatiques d'hépatite E et environ 44 000 décèdent de cette infection, selon donc les informations données par l'OMS en 2015. La durée de l'épidémie, et durant l'épidémie, la mortalité varie entre 0,5 et 4%. Et dans les pays à faible et moyen revenu, et surtout les sujets jeunes et adolescents qui sont, et adultes jeunes et adolescents qui sont touchés, et surtout les sujets masculins. Et la gravité est beaucoup plus accentuée chez les femmes enceintes, avec à peu près 30% de létalité si l'infection se produit au 3e trimestre de la grossesse. Et cela va justement se manifester par des avortements spontanés, des grandes mortalités intra-utérines, la prématurité, le faible poids des naissances et la grande mortalité périnatale. Dans les pays à revenus élevés, c'est surtout chez les adultes de plus de 55 ans qu'on va noter le plus de cas. En termes de répartition géographique, les principaux génotypes du virus de l'hépatite E, on va retrouver surtout le génotype 1 en Afrique et en Asie, le génotype 2 surtout au Mexique et certains cas ont été décrits en Afrique, le génotype 3, la répartition mondiale, et puis le génotype 4 va se retrouver surtout dans les pays asiatiques
Et de nombreux cas d'hépatite ont été également décrits en Europe et en Asie après consommation donc de viande de porc ou de gibier contaminé. Dans le monde, des épidémies ont été rapportées de façon fréquente en Asie, en Asie du Sud-Est, en Chine, en Asie centrale et en Afrique. Ces épidémies sont plus fréquentes lors surtout des saisons de pluie et le virus de l'hépatite E est aussi reconnu pour être endémique dans les pays à revenus élevés, et notamment liés à des infections zoonotiques. En France, en 2012, la séroprévalence a été de 22% chez les donneurs de sang et il y a une épidémie qui a été notifiée en 2013 liée justement à la consommation de porcelet grillé à la brioche Bretagne. En Afrique, il y a eu beaucoup de grandes épidémies qui sont surtout d'origine hydrique et surtout dans les camps de réfugiés. En 2004, au Soudan, il y a eu 2621 cas qui ont été rapportés avec 45 cas de décès, dont 19 femmes enceintes. Et en Ouganda, 2007-2009, plus de 10 000 cas ont été enregistrés avec 160 cas de décès. Et au Kenya, en 2012, 339 cas d'ictère ont été rapportés et sur 170 personnes testées, il y a 131 qui ont été confirmées. Au Niger, en 2017, 1917 cas suspects ont été enregistrés avec 736 cas confirmés et 38 décès, dont 17 femmes enceintes. Au Burkina Faso, la séroprévalence n'est pas très bien connue, mais il y a eu des études menées par Traoré et Hall entre 2012 et 2016 dans des populations particulières à Ouagadougou, notamment chez les femmes enceintes, où il a rapporté 11,6%, chez les bouchers de porc, 76%, et chez les donneurs de sang, 39%. Et notre équipe, en collaboration avec l'équipe de Toulouse, le CNR de France, a travaillé justement sur des ictères, des patients présentant des ictères fébriles entre 2009 et 2019, où nous avons testé 900 échantillons qui ont été collectés dans le cadre justement de la surveillance de la fièvre jaune. Et chez les patients qui étaient négatifs, nous nous sommes dit que, bien sûr, l'ictère, il y a une cause, même si on n'a pas détecté la fièvre jaune, et on a recherché les marqueurs donc, de l'hépatite E, et nous avons démontré que 18,2% étaient positifs en IgG. Et quand on fait justement, on recherche les marqueurs d'infection récente, on a trouvé 2,6% de positifs, soit en IgM ou en ARN. Alors, je voudrais justement compléter ces données à travers justement une situation que nous notons actuellement, que nous suivons dans un district situé au nord, au centre-nord du Burkina Faso, où nous avons à la date donc du 7 septembre au 29 octobre enregistré 191 cas d'ictère et avec 15 cas de décès et sur 159 prélèvements effectués, 3 cas confirmés en fièvre jaune et on a aussi testé certains échantillons pour l'hépatite E et sur 13 échantillons testés, il y a 11 qui sont confirmés être des infections justement récentes pour l'hépatite E, avec le génotype 2 qui a été identifié et qui est un génotype à transmission hydrique.
Alors, les actions en cours pour cette situation, c'est de renforcer la surveillance épidémiologique à tous les niveaux, de continuer à faire la collecte journalière des données des ictères fébriles et acheminer ces prélèvements pour des analyses au laboratoire au centre Muraz à Bobo-Dioulasso et faire des messages donc, à l'endroit de la population dans le cadre donc, de la sensibilisation et également travailler avec les leaders communautaires sur cette situation, faire la promotion donc de l'hygiène, des mesures d'hygiène dans la communauté, prendre en charge gratuitement les cas avec des appuis des partenaires locaux et justement mettre en place une riposte adéquate à la situation. Et vous voyez sur les images à droite où on a tenu une formation pour les acteurs de terrain pour qu'ils comprennent mieux cette hépatite E et comment justement arriver à contrôler l'épidémie. Et plus en bas, c'est les données journalières enregistrées jusqu'à la date donc, du 27 octobre. Et je terminerai justement pour essayer de répondre à la question qui a été posée. Est-ce que l'hépatite E est un problème de santé globale? Nous dirons que oui, parce que c'est un problème quand même de santé mondiale important à cause justement de l'importance de la morbidité et de la mortalité. Et aussi, cela concerne toutes les régions du monde pour ces situations d'hépatite E, que l'on soit dans une zone socio-économique élevée ou quelle que soit également la situation géographique. Et également, on pense que les conditions actuelles justement dans lesquelles vit le monde favorisent justement des situations d'hépatite E quand on voit que la situation sécuritaire mondiale entraîne beaucoup de déplacés et dans ces camps de déplacés, les conditions d'hygiène ne sont pas toujours respectées et souvent on peut noter plus de 100 personnes pour une seule latrine et ce qui n'est pas favorable justement et va entraîner la disfication à l'air libre qui à la fin pourrait éventuellement entraîner des infections si toutefois il y a des personnes qui se trouvent contaminées par ce virus. Comme mesure de prévention, c'est se laver efficacement les mains à l'échelle individuelle, également ne pas consommer de la viande crue ou insuffisamment cuite, s'approvisionner en eau potable qui soit exempte donc de pathogènes, un système efficace de traitement des eaux usées et améliorer la sécurité transfusionnelle par le dépistage donc, de l'hépatite E chez les donneurs de sang et la prévention vaccinale qui reste aussi un des moyens importants, même si aujourd'hui nous savons qu'il n'y a qu'un vaccin, un seul vaccin qui est disponible et qui n'est utilisé qu'en Chine. Le système général justement de surveillance de nos maladies doit prendre en compte la surveillance donc, de l'hépatite E dans nos pays. Merci pour votre attention et je reste disponible aussi éventuellement à des questions. Merci. Merci, Grandman. Donc, tel qu'on l'a dit tantôt, toutes les questions, on les posera à la fin de la session. Donc, j'ai le plaisir d'introduire Marina Pliska. Marina Pliska, elle est doctorante à l'Institut Pasteur de Bangui. Donc, elle va nous présenter son étude sur l'épidémie d'hépatite E dans la sous-préfecture de Bakaranga-Kui en République centrafricaine. Donc, Marina, si ta présentation est postée, tu as la parole. Je vous remercie d'être tous là pour suivre notre présentation. Une fois de plus encore, merci de m'avoir donné la parole. Le thème de notre présentation s'intitule « Épidémie d'hépatite E dans les sous-préfectures de Bokaranga et Kui, caractérisation moléculaire ».
Cette présentation sera faite selon le plan suivant. L'infection par le virus de l'hépatite E représente un problème majeur de santé publique dans les régions du monde, en particulier en Afrique. La République centrafricaine, située en Afrique tropicale, manque d'infrastructures de base et d'accès aux installations sanitaires essentielles. Et elle a enduré des décennies de violences et de destructions récurrentes. Considérée comme une zone de forte endémicité pour les principales maladies infectieuses, l'infection par le virus de l'hépatite E est endémique. Cependant, plusieurs flambées régulières ont été documentées. En septembre 2018, des cas de jaunisse aiguë ont été signalés dans le district sanitaire de Bokaranga-Kui. Les autorités de santé publique ont lancé une enquête pour identifier d'autres cas et mettre en œuvre un système de surveillance et de lutte contre les épidémies. C'est dans ce contexte que nous avons fixé comme objectif principal de déterminer l'étendue de l'infection par le virus de l'hépatite E dans les sous-préfectures de Bokaranga et Kui. Et comme objectif secondaire, caractériser le génotype circulant, identifier la source de l'infection, proposer des mesures de contrôle et de prévention. Nous avons mené une étude prospective au cours de l'épidémie qui a duré du 15 septembre 2018 au 8 juillet 2019. Nous avons deux types de prélèvements. Les échantillons de sérum humain des patients présentant des cas de jaunisse et les échantillons d'eau prélevés dans les différents points d'approvisionnement. Ce qu'il faut retenir, les sous-préfectures de Bokaranga et Kui sont situées dans la partie nord-ouest de la RCA. Ce sont des endroits les plus instables du pays en raison des troubles militaro-politiques et des mouvements de population incessantes. En 2018, le bureau de OCHA estime que 146 251 personnes vivent dans ce district sanitaire et que plus de 25 000 personnes sont en détresse humanitaire. La population touchée vit dans des conditions précaires caractérisées par un mauvais assainissement et une mauvaise hygiène. Dans la méthodologie que nous avons adoptée, tous les patients présentant une fièvre et une jaunisse remplissent la fiche de notification standardisée et leur sang est envoyé, est prélevé, envoyé directement à l'Institut Pasteur de Bangui, d'où la sérologie de la fièvre jaune IgM est réalisée. Les échantillons dont le résultat est négatif pour la fièvre jaune IgM, nous avons réalisé le diagnostic différentiel pour rechercher les anticorps du virus de l'hépatite E. D'autre part, les paramètres biochimiques suivants ont été testés pour tous les patients. Par la suite, tous les échantillons dont le résultat de la sérologie était positif avaient été amplifiés par la PCR en temps réel et par la Nested PCR pour l'identification des souches. Les amplicons purifiés ont été envoyés pour le séquençage et nous avons réalisé l'arbre phylogénétique. Pour déterminer la chaîne de transmission, des échantillons d'eau de différentes sources ont été prélevés dans les différents quartiers les plus touchés et nous avons utilisé la technique de double traitement du concentrat au chloroforme pour concentrer l'ARN viral qui est soumis aux mêmes techniques de biologie moléculaire comme décrit précédemment. L'ensemble de nos données statistiques ont été analysées sur le logiciel STATA. Les électrophorégrammes de séquences obtenus ont été analysés à l'aide du logiciel Chromas Pro. Un arbre phylogénétique a été construit, d'où nos séquences de référence sont récupérées sur GenBank. Au cours de notre étude, 352 cas de jaunisse aiguë ont été inclus, dont 182 hommes et 170 femmes, âgés en moyenne de 22,34 ans. Au cours de l'épidémie, 3 décès ont été signalés, faisant un taux de létalité de 0,8%. Tous les patients provenant de ces deux sous-préfectures et 90% avaient l'hépatite E. Les signes cliniques présentés ici par ordre décroissant nous montrent que tous les patients inclus ont présenté un ictère. Et les signes cliniques obtenus ne diffèrent pas des autres signes cliniques obtenus dans des autres études qui ont été rapportées en 2011 par Ngumba
et aussi par d'autres collaborateurs au niveau de l'Afrique. Les résultats de ce tableau montrent que l'infection par le virus de l'hépatite E a été détectée dans tous les groupes d'âge et les deux sexes. Cependant, une fréquence significative plus élevée a été observée dans la tranche d'âge de 21 à 30 ans. Il y avait significativement plus de femmes que d'hommes infectés au cours de l'épidémie. Dans notre étude, il n'y avait pas de différence d'âge entre les sexes chez les patients infectés par le virus de l'hépatite E. Nous avons observé que les patients infectés par le virus de l'hépatite E avaient un taux de transaminase 3 à 4 fois supérieur à la normale. Cette élévation des transaminases confirme la présence d'une cytolyse hépatique qui accompagne généralement l'infection par le virus de l'hépatite E. Ceci a été aussi décrit par Ponda et collaborateurs en 2007. Afin de déterminer la durée de persistance de l'infection dans la population, les variations de positivité IgM ont été suivies pendant 11 mois au début de l'épidémie. La courbe épidémique établie en fonction de la présence d'une infection IgM-PHE montre des profils d'infection des cas d'hépatite très variables et le nombre de cas d'IgM a culminé au 3e mois suivant le début de l'infection. Entre décembre 2018 et juillet 2019, il y a eu une diminution progressive et vu le nombre de cas suite aux interventions de l'équipe de crise qui a mis en place des mesures d'hygiène et de chloration d'eau dans les deux sous-préfectures. Afin de définir la zone la plus infectée, nous avons suivi le taux de distribution du virus de l'hépatite E dans les deux sous-préfectures. Les IgM ont été détectés chez presque tous les patients dans les deux sous-préfectures ayant des taux de pourcentage plus élevés d'infection par le virus de l'hépatite E. Nos résultats montrent que l'épidémie a commencé dans la sous-préfecture de Kwi, puis s'est étendue dans la sous-préfecture de Bukaranga. Ces résultats suggèrent que la circulation du virus de l'hépatite E est très dynamique en République centrafricaine. L'analyse phylogénétique des souches du virus de l'hépatite E isolées chez les patients nous montre que les souches obtenues dans nos résultats appartiennent toutes au génotype 1, reflétant la prédominance de ce génotype en RCA. Elles sont très proches entre elles. Cette analyse indique un regroupement des souches du virus de l'hépatite E de génotype 1 de la RCA entre elles, avec la robustesse de Bootstrap à 99%, indiquant un lien renforcé. Nos résultats sont cohérents avec les résultats antérieurs concernant le génotype circulant en RCA et dans les pays voisins. Et le génotype 1 est le plus fréquemment associé à des grandes éclosions que d'autres génotypes. Nous avons aussi détecté le virus de l'hépatite E dans les eaux de pluie non traitées et consommées par la population. Nous avons en ce moment les Anglicans qui suggèrent actuellement une urgence de séquencer et génotyper pour connaître le génotype et savoir et confirmer la source de transmission, ce qui fait l'objet des travaux actuellement en cours. En conclusion, le virus de l'hépatite E a circulé dans les sous-préfectures de Bukaranga et Kwi. Toutes les couches de la population sont touchées. Les efforts sont nécessaires pour améliorer l'assainissement, l'accès à l'eau potable et à des latrines sûres. Les souches du virus de l'hépatite isolées sont du génotype 1 qui est la principale cause de l'épidémie. Le virus de l'hépatite E a été détecté dans les eaux de pluie prélevées pendant l'épidémie. Il est important de mettre en place un programme national de surveillance de l'hépatite E chez les humains et dans les eaux pour la détection précoce des flambées à venir. Nos sincères remerciements vont à l'endroit du comité d'organisation AFAVI qui n'a ménagé aucun effort pour la réalisation de cette conférence, ainsi que tous ses partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce travail. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc, nous nous retrouvons tous en ligne pour répondre aux questions des auditeurs qui, malheureusement, n'ont pas été présents pour les questions. Vraiment, n'hésitez pas. Nous sommes tous ici présents pour répondre aux questions, que ce soit sur les mini-lectures ou les abstracts. Et je pense que Richard a, lui, une question pour Marina. À toi, Richard. Bonjour Marina et merci pour ta brillante présentation. Donc, en fait, je sais bien qu'il s'agit d'une étude qui a été faite dans le contexte d'une épidémie et je me posais bien la question que durant l'investigation, avez-vous essayé de regarder l'origine zoonotique, c'est-à-dire que est-ce que dans cette zone-là, il n'y aurait pas d'élevage de porcs, des trucs que vous pouvez en prélever et regarder si on ne trouvait pas d'hépatite E chez eux? Si vous le détectez, essayez de comparer parce que je suis toujours un peu dubitatif sur cette épidémie à deux faciès. Qu'on donne à l'hépatite E dans le monde, a dit en Afrique, c'est de l'euro-fécal et c'est du zoonotique dans les pays occidentaux. Très récemment, avec un de mes étudiants, nous avons eu aussi une épidémie dans le nord Cameroun et où nous étions surpris qu'on a eu du génotype 3 chez des humains. Et puis, lorsqu'on l'a comparé avec une étude, un papier qu'on a publié récemment chez les porcs au Cameroun, on était surpris qu'il y avait, n'est-ce pas, un cluster à ce niveau. Est-ce que vous avez fait des études chez les porcs dans la même zone où il y a eu une épidémie, Maria? Merci, professeur, pour votre question. Effectivement, au cours de l'épidémie, nous avons envoyé des techniciens sur le terrain pour prélever soit des porcs qui sont dans le quartier, dans la zone touchée. Mais malheureusement, par rapport à la crise, ils n'ont pas pu effectuer ces prélèvements chez les porcs et chez d'autres animaux aussi. Ça fait partie d'une étude présentement en cours que nous sommes en train d'établir, non seulement dans les zones touchées, mais aussi dans d'autres zones pour détecter le génotype 3. Et le génotype 3, il y a un papier qui vient de sortir là présentement. On a pu détecter le génotype 3, mais chez les personnes vivant avec le VIH. Mais chez les animaux, on n'a pas encore pu entamer cette étude. Et je pense que ça fait partie aussi des échantillons que nous sommes en train de récolter et chez les humains et chez les animaux qui va rentrer dans le cadre d'une formation, je pense, dans votre laboratoire d'ici bientôt. Ok, merci Marina. Ce serait intéressant. Okay. Très bien, merci beaucoup Marina. J'avais moi-même une question pour Richard. J'aurais bien voulu que tu nous dises où vous en êtes de l'élimination de l'hépatite C au Cameroun, parce qu'on sait que c'est l'un des pays d'Afrique centrale où la prévalence de l'hépatite C est la plus élevée. Et vous aviez été très incisif dans l'accès au traitement avec des négociations très tôt pour avoir des formules diagnostic, traitement assez compétitives sur le plan économique. Peux-tu nous dire où on en est maintenant? Oui, Karine, bon, il est bien vrai que les efforts sont dispersés, mais on essaye bientôt, en fait, très récemment, on a d'abord voulu commencer avec l'appui de l'OMS, de mettre en place un programme national, parce qu'effectivement, le Cameroun n'avait pas du tout de programme national d'élimination hépatite C. Donc, ce programme national a été validé très récemment, je crois, en juillet, si j'ai bonne mémoire, avec tous les partenaires et puis le gouvernement camerounais, le ministère de la Santé et l'OMS. Il est question, n'est-ce pas, bientôt de commencer à regarder pour la mise en place des différents axes. Mais au niveau vraiment, pas national, mais des actions ponctuelles, il y a la Société camerounaise de gastroentérologie avec quelques sociétés savantes qui font des actions ponctuelles dans le sens de négocier des prix de médicaments, parce que pour le moment, par exemple, l'accès
au nouveau traitement pangénotypique, c'est-à-dire à prix assez réduit, n'est-ce pas, est déjà disponible au Cameroun. Nous avons aussi au niveau biologique, par rapport à l'accès à l'outil diagnostic, évalué les tests de quantification, je l'espère, et on est actuellement en train de négocier avec tous les laboratoires qui possèdent, n'est-ce pas, des gènes experts pour la tuberculose ou le VIH, qui sont d'accord que cette plateforme soit utilisée pour, n'est-ce pas, la confirmation des cas hépatite C. C'est pour ça que je disais que vraiment, tout est en train de se mettre en place. Vraiment, il n'y a pas déjà de façon claire quelque chose qui se met en place, mais je crois que le Covid a été pour beaucoup dans le retard, vraiment dans la mise en place. Il était question que d'ici décembre, que des programmes vraiment ambitieux soient déjà mis en place dans le cadre, n'est-ce pas, de cette élimination. D'accord, très bien, merci. Merci beaucoup pour cette réponse claire. Et on voit bien que, et c'est un peu le cas dans tous les pays, hein, il y avait une dynamique très forte en faveur de l'élimination de l'hépatite C. Et puis malheureusement, l'épidémie de Covid est venue interrompre cet effort. Donc il va falloir reprendre non seulement l'effort du diagnostic et du traitement, mais également de la prévention des maladies terminales du foie. Et on sait que c'est l'une des plus grandes menaces, hein, finalement, pas tant de décéder de la Covid, mais de décéder de maladies qu'on n'a pas pu diagnostiquer ou prendre en charge à cause de la mobilisation extrêmement forte des ressources médicales pour lutter contre la Covid-19. Alors, j'avais également une question supplémentaire. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Ah oui. Très Ok. bien, très bien. J'avais une question toujours sur l'hépatite E pour Draman. Il me semble avoir vu dans une de tes diapos, probablement l'une des dernières, la prévention vaccinale. Je voulais que tu m'en dises un peu plus parce que c'est vrai qu'il y a un vaccin anti-hépatite E en Asie pour les souches asiatiques, mais tu as vraiment levé ma curiosité. Ok, merci Karine pour cette question. Effectivement, j'ai parlé de la prévention vaccinale parce que je pense que ça peut être justement un des moyens pour éviter les contaminations quand surtout on est dans des situations d'épidémie ou en tout cas pour prévenir les épidémies. Et le vaccin qui existe actuellement, je l'ai dit dans la présentation, en fait, c'est le vaccin chinois qui, effectivement, comme vous l'avez dit, cible les génotypes chinois. Et pour nous, mener la recherche pour trouver des vaccins qui puissent couvrir l'ensemble des génotypes ou qui puissent, en tout cas, couvrir les génotypes qui circulent dans une région donnée, notamment en Afrique, ça pourrait éventuellement être une bonne chose pour aider justement à mieux contrôler des apparitions d'épidémies. Voilà, donc c'est juste pour dire que ça reste un des moyens de prévention, mais ça reste pour le moment des évaluations ou des mises au point, développement en fait pour des vaccins qui puissent couvrir l'ensemble des souches. Oui, bonjour, merci. J'aimerais en fait poser une question aussi à M. Richard. C'est par rapport au coût moyen du traitement contre l'hépatite C au Cameroun. Oui, bon, il faudrait que j'ai la bonne mémoire à retrouver. Je sais que c'est des traitements de 3 mois et je crois que c'était autour de 500, ça, $500 les 3 ou c'était mensuel. Vous me posez une colle là. Il faudrait que je regarde un peu parce que comme je suis plus au niveau laboratoire, les coûts ont varié depuis un certain temps. Je ne sais pas, Karine, toi qui travailles avec certains cliniciens au Cameroun. Oui, c'est plutôt $500 par mois. La durée du traitement. Non, pour les 3 mois. La course. Pour les 3 mois, alors, voilà. J'ai le nom en anglais, la durée de traitement, quoi. L'ensemble du traitement, voilà. Ça fait dans les $500. $500, les 3 semaines, voilà. les 12 semaines. 3 mois. Voilà. 12 semaines, très bien. 3 mois. Et ça inclut aussi, c'est que les médicaments ou ça inclut d'autres coûts directs?
Non, seulement les médicaments. Oui. Seulement les Seulement les médicaments. médicaments. La partie biologique, c'est un coût différent. Oui. Seulement les médicaments. D'accord, merci. Ok. Et du coup, donc, pour l'analyse coefficacité, donc vous avez aussi trouvé que ça favorise l'universalisation. Oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. C'est le papier de PLOS ONE dont a parlé Richard. Et l'on a montré aussi que, alors qu'au Cameroun, le coût global est un peu plus élevé qu'en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, malgré tout, ça reste très coût efficace. Mais le problème, ensuite, c'est quand on met en rapport le coût global pour l'élimination d'hépatite C par rapport au budget consacré à la santé dans chacun des pays. Et même si l'élimination, donc l'accès universel, était coût efficace, au regard du budget global de chacun des pays, ça restait un investissement extrêmement important et en l'état actuel des choses, impossible à vraiment mettre en place à court terme. Donc, il fallait encore travailler de façon approfondie à diminuer les coûts de traitement, mais également les coûts de diagnostic et de suivi. Alors, je crois que Draman a levé la main, peut-être pour prendre la parole. Non, c'était juste pour dire que c'est la même situation au Burkina Faso. Le coût global, c'est autour des $500 parce qu'on l'a fixé à 269 000, si je me trompe, pour le traitement des 12 semaines. Mais ça inclut, en tout cas avec les négociations qu'on a eues avec les fabricants de médicaments, ça inclut en fait une charge virale pour surtout le suivi du traitement à la fin. Voilà, ça inclut une charge virale. D'accord. Très, très intéressant. Je crois aussi que si j'ai un autre commentaire à faire, c'était surtout au niveau des différentes approches de dépistage, telles que je disais dans ma conclusion, parce que il faut qu'on essaye en fait d'évaluer aussi, Karine, je ne sais pas, peut-être tu avais évalué dans ton étude l'approche à une étape, oui, mais beaucoup plus utiliser la partie, les points of care moléculaires, les tests, les marqueurs directs, soit l'antigène de la capside, soit parce que si on fait, en fait, si petit à petit on migre vers l'utilisation unique d'un marqueur direct pour, n'est-ce pas, permettre de confirmer directement l'infection à coût égal, quoi. C'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui, j'essaie, je crois, Jeune Expert, ils font la cartouche pour l'hépatite C à $15. Oui, c'est ça. Ils font ça à $15 et maintenant, rendu sur place avec les impôts, les charges et tout, ça donne toujours encore un coût non accessible. Je crois qu'il y a un gros lobbying encore à faire pour faire réduire fortement ce coût. On peut bien passer, comme je disais, qu'il y a le Jeune Expert dans presque toutes les 10 régions du Cameroun, et qu'il est possible pour, n'est-ce pas, l'optimisation de ce dépistage, de le faire en une étape avec expert, mais voir comment est-ce qu'on peut travailler au niveau de ces fêtes pour faire réduire fortement les coûts. C'est pas ça, c'est un plaidoyer. Je sais qu'à Karine, avec tous les comités où elle participe, elle peut peut-être aider à la réflexion dans ce domaine. Alors c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé là-dessus et on avait montré que avec les coûts actuels des tests en une étape, qu'on soit coût efficace, eh bien il fallait que la prévalence de l'hépatite C soit supérieure à 40%. C'était dans l'ordre de 49%, ce qui ne peut être possible que dans les groupes à risque. Et par exemple, on avait montré que ça pouvait être efficace. Alors, par exemple, au Sénégal, chez les usagers de drogue, à partir du moment où la prévalence de l'hépatite C chronique était supérieure à 49%. Pour que un diagnostic en une étape soit coût efficace au Cameroun, par exemple en population générale, eh bien il fallait que le coût du test soit inférieur à $9. Voilà. Donc on en était loin, il fallait quasi diviser par 2 le coût du test. Le prix actuel. Exactement. Donc là on en est bien loin. Okay. Voilà. Donc on a encore du chemin.
Voilà, on a encore du chemin. Ok. Bien, écoutez, ça va peut-être être le mot de la fin. S'il n'y a pas de questions, je suis régulièrement allée voir sur la session questions et réponses et j'ai vu que malgré la centaine d'auditeurs qui étaient présents pour cette session, il n'y a pas eu de questions de votre part. Mais en tout cas, j'espère que ces communications orales vous ont plu, ont alimenté votre réflexion sur la prise en charge des hépatites virales, en l'occurrence hépatite C et hépatite E. Et je vais peut-être donner la parole à Richard pour le mot de la toute fin. Ok, vraiment merci Karine, merci aux organisateurs d'AfraVIH, merci à tous les orateurs, Draman, Constante, Marina, et merci aussi à tous les participants. Je crois que vous avez pu obtenir, n'est-ce pas, quelques réponses à vos interrogations et je crois que nous avons tout le monde scientifique des contacts et vous êtes libre de nous recontacter après si jamais d'autres réflexions peuvent se poursuivre. Merci beaucoup et à très bientôt dans les prochaines sessions. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci, au revoir.